Et si je vous disais que ce n'est pas le diabète qui détruit votre corps, mais votre petit déjeuner du matin, que le vrai poison se cache dans ce que vous croyez sain depuis des années, vous risquez de tomber de haut. Je suis médecin. J'ai été médecin pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Je n'ai plus de blouse blanche, plus de stéthoscope autour du cou, plus de dossiers empilés sur mon bureau. Mais il me reste quelque chose de bien plus précieux, le souvenir des regards. Le regard des patients âgés, celui des mères inquiètes, celui des hommes forts devenus fragiles. Ce regard que l'on croise quand la peur est plus grande que le mal lui-même. Et c'est de cette peur que je veux vous parler aujourd'hui. Je vais vous dire une chose dure mais vraie. Ce ne sont pas les maladies qui tuent le plus, ce sont les habitudes. Je l'ai vu trop souvent. Des gens que l'on croit en bonne santé parce qu'ils marchent encore droit, parce qu'ils ne toussent pas, parce qu'ils rient avec leurs petits-enfants. Et puis un matin, tout bascule. Un malaise, un œdème, une plaie au pied qui ne cicatrise plus. Et le verdict tombe, sec comme un couperet. Diabète de type 2. Parfois depuis des années, silencieux, parfois depuis des mois ignoré. Et souvent toujours nourri à la petite cuillère par les habitudes du quotidien. C'est une vérité qui fait mal, mais que je dois dire. Ce ne sont pas les médicaments qui sauvent le plus de vies. Ce sont les réveils. Le moment où l'on se regarde dans un miroir et qu'on décide de ne plus continuer comme avant. Le moment où l'on comprend que ce n'est pas l'âge qui rend malade, mais ce qu'on continue à avaler sans y penser. Je me souviens d'un homme, appelons-le Michel, 72 ans, ancien cheminot, fort comme un chêne, disait-on. Et pourtant, le matin, il tremblait en attendant le chiffre sur son lecteur de glycémie. Il me disait, « Docteur, je ne dors plus, je mange sans plaisir, je vis avec l'angoisse dans le ventre. » Et moi, je ne savais plus s'il fallait lui prescrire plus de médicaments ou juste lui apprendre à faire la paix avec son assiette. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma retraite ne serait pas un silence, mais une transmission. Je ne suis pas ici pour faire la leçon. Je suis ici pour vous raconter ce que la médecine ne dit pas toujours, mais que la vie m'a appris. J'ai vu trop de patients traiter leur glycémie sans jamais traiter leur assiette. J'ai vu des hommes et des femmes croire qu'ils étaient condamnés à vivre avec la peur du sucre, alors qu'ils n'avaient jamais changé ce qu'il y avait dans leur cuisine. J'ai vu des familles se ruiner en traitement, pendant que leur jardin regorgeait de solutions. Alors aujourd'hui, je vous propose quelque chose de différent. Pas une recette miracle, pas un régime à la mode, mais un voyage, un retour, vers ce qui soigne vraiment, la simplicité, la patience et surtout la compréhension. Je vais vous raconter dans cette série de vidéos 8 aliments que j'ai vus transformer la vie de mes patients. 8 trésors du quotidien, parfois oubliés, parfois méprisés, mais toujours fidèles. Ce n'est pas un conte de fées, c'est une histoire vraie. Des résultats concrets, des chiffres qui descendent, des visages qui s'éclairent. Pas du jour au lendemain, mais pas non plus en 10 ans. Souvent, quelques semaines suffisent pour sentir son corps respirer autrement. Mais attention, ce que je vais vous dire va parfois aller à l'encontre de ce que vous avez toujours cru. Vous allez peut-être froncer les sourcils, secouer la tête, penser « ce n'est pas possible ». Et pourtant, je vous demanderai une chose, ne me croyez pas sur parole. Essayez. Écoutez votre corps, observez ce qu'il vous dit quand vous changez une seule chose dans votre assiette. Je suis un vieil homme, c'est vrai, mais je suis un vieil homme qui croit encore que chaque jour peut être un recommencement. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard. C'est que vous aussi, quelque part en vous, vous savez que continuer comme avant n'est plus possible. Alors, si cette introduction vous parle, si elle vous bouscule, si elle vous touche, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, pas pour flatter un compteur de vues, mais pour que chaque vidéo suivante puisse vous apporter un peu plus de clarté, un peu plus de force et peut-être un peu plus de paix. Parce qu'à 60, 70 ou 80 ans, on ne cherche plus à impressionner. On cherche juste à vivre un peu mieux, un peu plus léger, un peu plus libre. Et maintenant, permettez-moi de vous poser une question simple. Une question qui peut tout changer si vous y répondez avec honnêteté. Lorsque vous vous levez le matin, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? A.
que le chiffre sur votre lecteur de glycémie soit trop élevé. B. Que votre vie continue à glisser lentement sans que rien ne change. Écrivez votre réponse en commentaire, A ou B. Je lirai chacun de vos mots, car votre réponse n'est pas pour moi, elle est pour vous. Et dans la prochaine, nous commencerons ce voyage dans votre propre cuisine, à la retraite depuis quelques années. Mais il n'y a pas de retraite pour l'expérience, ni pour la mémoire de ce que j'ai vu, entendu, compris au chevet de centaines de milliers de patients. Ce que je vous raconte aujourd'hui ne vient pas des livres, ni des congrès médicaux. Cela vient de la vie, des douleurs silencieuses, des réveils tardifs, des gestes simples mais puissants. Cela vient de mes vieux carnets où j'ai noté, à côté des prescriptions, les habitudes de ceux qui s'en sont sortis. Et très souvent, cette sortie du tunnel ne commençait pas à l'hôpital, mais dans la cuisine. Je vais vous parler aujourd'hui de 4 trésors naturels, 4 aliments que j'ai vus transformer des existences. Non pas des super aliments à la mode, mais des alliés souvent négligés. Je ne les appelle pas des remèdes miracles, je les appelle des leviers silencieux. Ils ne font pas de bruit, mais ils bougent ce que les médicaments seuls ne peuvent pas toujours atteindre. La capacité du corps à se réguler par lui-même. Le premier, c'est le concombre amer. On l'appelle aussi melon amer ou margose. C'est une courge ridée verte au goût que beaucoup trouvent désagréable. Et pourtant, c'est l'un des légumes les plus puissants que j'ai jamais étudiés dans ses effets sur la glycémie. J'ai eu un patient originaire de La Réunion qui m'a raconté qu'il en mangeait régulièrement chez lui, mais qu'il avait arrêté en métropole parce qu'il ne le trouvait plus au marché. Quand il a repris l'habitude, 3 fois par semaine, ses résultats de glycémie à jeun ont chuté. Je l'ai observé de près. Aucun autre changement, pas de traitement nouveau. Rien que ce légume oublié, cuisiné à la vapeur ou en soupe. L'amertume, disait-il, c'est le goût de la vérité. Et cette vérité, c'est que la nature sait faire ce que l'industrie ne sait pas toujours doser, réguler sans brutaliser. Le deuxième, c'est la patate douce. Pendant longtemps, on la regardait de haut. Trop sucrée, trop pauvre, trop rustique. Et pourtant, c'est un tubercule qui a sauvé des générations de peuples de la famine et qui aujourd'hui pourrait bien sauver des générations de personnes âgées de la surcharge glycémique. Pourquoi ? Parce qu'elle est douce, justement. Parce qu'elle libère son sucre lentement. Parce qu'elle nourrit sans épuiser. J'ai conseillé à de nombreux patients de remplacer le pain blanc ou les céréales du petit déjeuner par une patate douce cuite à l'eau. Le changement ne se faisait pas attendre. Moins de somnolence postprandiale, plus de régularité dans les chiffres et surtout une sensation de satiété durable. L'un de mes anciens collègues cardiologues m'a un jour confié que s'il ne devait garder qu'un seul féculent pour ses patients diabétiques, ce serait la patate douce. J'ai souri. Moi aussi. Puis il y a l'avocat. Ah, l'avocat, longtemps diabolisé. Trop gras, disait-il. Oui, mais quel gras? Un gras qui ne bouge pas, qui nettoie. Un gras qui nourrit les artères, qui soutient les membranes cellulaires, qui favorise la sensibilité à l'insuline. Je me souviens d'une femme de 69 ans, veuve, isolée, fatiguée, qui ne mangeait presque rien par peur de faire monter son diabète. Elle était maigre, affaiblie. Je lui ai proposé une chose simple, un demi-avocat l'après-midi, seul ou avec un filet de citron. Elle a eu peur au début, puis elle a essayé. 3 semaines plus tard, elle revenait avec un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. Elle m'a dit « Je ne fais plus d'hypoglycémie, je dors mieux et j'ai moins peur de manger. » Vous comprenez? Moins peur de manger. Quand la peur de se nourrir vous ronge plus que la maladie elle-même, c'est que le corps réclame un peu de confiance. L'avocat, dans son silence crémeux, lui avait redonné un peu de dignité. Enfin, il y a les graines de chia. Celles-là, je les ai découvertes grâce à mes petits-enfants. À l'époque, je les prenais pour une mode passagère. Des graines noires qui gonflent dans l'eau, qui forment un gel étrange. Et puis j'ai lu, j'ai écouté, j'ai observé. J'ai vu des patients qui en consommaient chaque matin, une simple cuillère à café dans un verre d'eau tiède, retrouver une régularité intestinale, une stabilité énergétique, une réduction des fringales sucrées. Pourquoi ? Parce que ces graines sont pleines de fibres solubles, d'oméga 3 végétaux, et qu'elles forment dans l'estomac un gel qui ralentit la digestion des glucides. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est stable.
Et dans la gestion du diabète, c'est la stabilité qui sauve. J'ai moi-même intégré ce rituel, pas tous les jours, mais assez souvent pour en ressentir les effets. Ce que ces 4 aliments ont en commun, c'est pas seulement leur effet bénéfique sur la glycémie, c'est leur capacité à redonner du pouvoir à celui qui les consomme. Le pouvoir de choisir, de comprendre, d'expérimenter. Ce ne sont pas des remèdes magiques, mais ce sont des compagnons. Ils ne promettent pas la guérison, mais ils offrent une marge, une respiration, une possibilité. Et cette possibilité, à notre âge, elle vaut de l'or, parce qu'on ne veut plus courir. On veut juste avancer sans tomber. On veut se réveiller sans crainte. On veut manger sans culpabilité. Je ne vous demande pas de tout changer aujourd'hui, mais je vous invite à essayer. Un seul de ces aliments, un seul changement. Observez, écoutez votre corps, écoutez votre sommeil, votre digestion, votre humeur. Et vous verrez peut-être que ce qui vous semblait lointain, la sérénité, la stabilité, la confiance, est en réalité juste au fond de votre assiette. La médecine moderne vous donne des outils, mais la nature, elle, vous donne des racines. Et parfois, revenir à ces racines, c'est avancer pour la première fois depuis longtemps. Si les années m'ont appris une chose, c'est que ce ne sont pas toujours les molécules les plus chères, ni les traitements les plus récents qui changent véritablement la trajectoire d'une vie. Ce sont souvent les choses les plus simples, celles qu'on a connues enfant, celles qu'on a oubliées, celles qui ne coûtent presque rien, mais qui, utilisées avec régularité et sagesse, peuvent faire reculer la peur, atténuer la douleur, redonner au corps un équilibre silencieux. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener plus loin dans cette redécouverte. Après les premiers aliments que je vous ai partagés, des piliers concrets pour stabiliser la glycémie, j'aimerais vous parler de ce que j'appelle les secrets des anciens. Ces aliments ou gestes que nos parents, nos grands-parents utilisaient sans comprendre les mécanismes scientifiques, mais dont les effets étaient bien réels. Et aujourd'hui, la science ne fait que confirmer ce que l'intuition populaire savait depuis des générations. Je me souviens d'un patient, un homme taiseux, la soixantaine avancée, qui souffrait de troubles digestifs, de fatigue chronique et d'un diabète mal équilibré malgré des doses importantes de médicaments. Un jour, lors d'une consultation un peu plus longue que les autres, il me dit « Docteur, vous allez peut-être rire, mais j'ai retrouvé une vieille habitude de ma mère. Elle me faisait manger une soupe de haricots verts, mais pas les haricots qu'on connaît. Des petits ronds qu'elle appelait mango. » Je n'ai pas ri. Au contraire, j'ai noté, j'ai observé et surtout j'ai cherché. Les haricots mango, qu'on appelle aussi pois verts, sont en effet des aliments extraordinaires, riches en fibres, en antioxydants, en protéines végétales douces pour les reins. En médecine traditionnelle, on dit qu'ils rafraîchissent le foie et nettoient le sang. En termes modernes, on dirait qu'ils aident à la détoxification hépatique, à la régulation glycémique et à la réduction de l'inflammation chronique. Cet homme, en réintroduisant 2 ou 3 fois par semaine une soupe simple de haricots mango avec un peu de riz complet, a vu son énergie revenir. Son sommeil s'est amélioré et pour la première fois depuis longtemps, ses taux de glycémie postprandiale sont devenus stables. Pas parce qu'il avait changé de traitement, mais parce qu'il avait changé d'assiette, ou plutôt retrouvé une assiette qu'il avait oubliée. Un autre secret que j'ai longtemps négligé moi-même avant de le redécouvrir à travers mes patients, c'est l'ail. L'ail cru en particulier. Je sais ce que vous pensez. L'odeur, docteur, c'est insupportable. Je vous comprends. Mais écoutez-moi bien. L'ail cru, légèrement écrasé, laissé 10 minutes à l'air libre avant d'être consommé, libère une substance appelée allicine. Et cette molécule, j'ose le dire, est l'un des plus puissants anti-inflammatoires naturels que la nature ait conçus. Elle fluidifie le sang, protège les artères, aide à réguler la tension artérielle, réduit le cholestérol et améliore la sensibilité à l'insuline. Pour un patient diabétique, c'est un trésor. J'ai eu un cas marquant. Une femme de 75 ans, hypertendue, diabétique, avec une fragilité vasculaire importante. Elle avait essayé des régimes, des compléments, des cures thermales. Mais c'est en intégrant simplement une demi-gousse d'ail cru chaque matin, dans une cuillère d'huile d'olive ou dans un peu de yaourt nature, qu'elle a vu des changements durables. Moins de douleurs articulaires, moins de vertiges, un visage plus lumineux. Ses examens sanguins,
mieux. Pas miraculeux, non, mais mieux. Et surtout, elle avait retrouvé la sensation de faire quelque chose d'actif pour elle-même. C'est cela aussi le pouvoir de l'alimentation. On m'a souvent demandé, docteur, est-ce que ces petits gestes suffisent? Ma réponse est toujours la même. Ils ne suffisent pas à eux seuls. Mais ils changent tout quand ils s'inscrivent dans une routine, dans une intention, dans un respect du corps. La médecine n'est pas là pour remplacer le bon sens. Elle est là pour le soutenir, l'éclairer et parfois s'effacer devant lui. Je vous invite, vous qui m'écoutez, à regarder dans vos souvenirs. Quel plat vous faisait votre mère quand vous étiez malade? Quelles odeurs émanaient de sa cuisine lorsque vous aviez de la fièvre? Il y a là une sagesse enfouie. Ce n'est pas du folklore, c'est du soin. Ce que je transmets ici, ce n'est pas une nostalgie, c'est une stratégie. Une stratégie de paix avec soi-même, une manière de faire alliance avec son âge, avec son passé, avec ses fragilités. On ne guérit pas toujours, c'est vrai. Mais on peut presque toujours mieux vivre. Et vivre, ce n'est pas seulement respirer, c'est se sentir capable, capable de marcher sans peur, de manger sans honte, de se regarder sans regret. Alors oui, les haricots mango et l'ail cru ne sont pas des médicaments au sens classique. Ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Ils ne sont pas promus à la télévision. Mais moi, médecin, je vous le dis, ils mériteraient de l'être. Car ils rappellent une vérité essentielle. Soigner ne commence pas toujours par l'extérieur, mais souvent par l'intérieur. Si vous ne savez pas par quoi commencer, je vous le dis simplement. Commencez par une soupe. Une soupe chaude, faite maison avec du cœur. Ou par une gousse d'ail. Pas tous les jours peut-être, mais avec régularité. Observez-vous, prenez des notes, parlez-en à votre médecin si vous êtes sous traitement. Mais ne laissez pas passer un jour sans poser sur votre corps un geste de respect. Il vous le rendra. La suite de ce voyage vous emmènera plus loin encore, vers d'autres plantes, d'autres habitudes. Mais souvenez-vous, les fondations de la santé ne sont jamais spectaculaires. Elles sont calmes, constantes, profondes, comme la sagesse, comme le souffle, comme la vie lorsqu'elle retrouve son rythme. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous savez déjà que ce que je m'apprête à vous dire ne vient pas d'un manuel scolaire, ni d'un protocole rigide. Ce que je partage avec vous, c'est le fruit de décennies d'écoute, d'observation et d'une conviction de plus en plus profonde. La santé, surtout à un âge avancé, ne dépend pas uniquement des traitements, mais de la conscience avec laquelle on se nourrit. Ce que je veux aborder aujourd'hui est au cœur de notre quotidien, mais trop souvent relégué à l'arrière-plan par habitude, par fatigue ou par résignation. Il s'agit de l'acte de manger. Oui, manger. Pas seulement se remplir l'estomac, pas seulement compter les glucides ou éviter les graisses. Je parle de manger comme un geste de lucidité, un geste d'alliance avec son corps, un acte d'amour envers soi-même. Quand j'étais en exercice, combien de fois ai-je entendu des patients me dire « Je ne sais plus quoi manger, docteur. J'ai peur de tout. » Et je les comprenais. Le diabète, l'hypertension, le cholestérol. À force de surveiller chaque aliment, on finit par perdre la joie de se mettre à table. On vit dans l'angoisse du pic glycémique, dans la culpabilité du moindre plaisir. Et pourtant, ce n'est pas cela, une alimentation saine. Ce n'est pas la peur, c'est la compréhension, la bienveillance, la régularité. Je vais vous parler de deux aliments qui, à mon sens, illustrent parfaitement cette idée. Le choucal et la pomme. Deux produits d'apparence banale, mais qui, utilisés avec intelligence et régularité, peuvent profondément transformer la façon dont le corps réagit, digère, assimile et se défend. Commençons par le choucal. Je l'ai découvert tardivement, je l'avoue. C'est ma fille, biologiste, qui me l'a ramené un jour d'un marché biologique. Je me souviens encore de mon sourire amusé en le voyant. « Tu veux me faire manger de l'herbe ?» Elle a ri. Puis elle m'a expliqué. Le choucal est une véritable bombe nutritionnelle, riche en fibres, en vitamine K, en antioxydants puissants comme la lutéine et la zéaxanthine, en calcium, en magnésium. Tout cela dans une simple feuille verte. Mais au-delà des chiffres, j'ai vu des patients fatigués, courbés par l'âge, se redresser lentement à force d'en consommer régulièrement. Je parle ici d'amélioration réelle, moins de douleurs articulaires, une tension plus stable, une digestion plus fluide. Je parle aussi de sommeil réparé, d'un moral qui ne s'effondre plus à la moindre contrariété.
car quand le corps reçoit ce dont il a besoin, c'est l'esprit lui-même qui se remet à flot. Le chou kale, je le recommande souvent cuit à la vapeur douce ou sauté très légèrement à l'ail et à l'huile d'olive. Il se marie très bien avec des légumineuses ou même dans une soupe. Ce n'est pas un plat de roi, mais c'est une assiette de santé. Et surtout, c'est une assiette qui respecte le rythme du corps âgé. Une libération lente des nutriments, une digestion paisible, une régénération discrète. Quant à la pomme, que dire de plus sur ce fruit que tout le monde connaît, mais que si peu de gens mangent correctement? Ce n'est pas une friandise, ce n'est pas un dessert, c'est un soin. Une pomme bien choisie, mangée avec la peau, à distance des repas principaux ou en collation contrôlée, est une merveille. Elle contient de la pectine, une fibre soluble qui ralentit l'absorption des sucres, améliore le transit intestinal et agit comme un nettoyant naturel du tube digestif. Mais plus encore, elle apaise. C'est une sensation que je ne peux expliquer que par l'expérience. Lorsque je suis passé de biscuits industriels à une demi-pomme dans l'après-midi, j'ai senti une différence subtile mais nette. Moins d'irritabilité, moins de fringales, une glycémie plus stable sans effort. Et beaucoup de mes patients ont confirmé ce ressenti. C'est comme si le corps, saturé par les excès du passé, reconnaissait dans la pomme quelque chose de juste, de sobre, de rassurant. Évidemment, tout dépend de la qualité du fruit, de sa provenance, de sa maturité. Je conseille toujours des pommes locales, si possible bio, et jamais en jus. Le jus retire ce que le fruit a de plus précieux, ses fibres. Il ne reste alors qu'un sucre déguisé, sans la sagesse de sa pulpe. Mieux vaut une petite pomme entière qu'un grand verre de jus sucré. Manger à notre âge, ce n'est pas une affaire de restriction. C'est une affaire de clarté. Savoir pourquoi on met tel aliment dans son assiette. Savoir ce qu'il va faire une fois dans le corps. Et surtout, écouter la réponse du corps. Il ne ment jamais. Il parle à travers l'énergie qu'il donne, la fatigue qu'il provoque, la digestion qu'il facilite ou qu'il perturbe. Je me souviens d'un homme, Jean, 68 ans, ancien professeur de philosophie. Il était devenu dépressif après son diagnostic de diabète. Il ne mangeait plus rien par peur de se tromper. Je l'ai accompagné, doucement, à réintroduire des aliments simples. Du chou kale 2 fois par semaine, une pomme chaque après-midi. 3 mois plus tard, il me disait « Ce n'est pas moi qui ai changé, c'est mon regard. Je n'ai plus l'impression d'être puni par ma nourriture. » Et c'est cela, le vrai miracle. Quand la nourriture ne pèse plus comme une menace, mais agit comme une main tendue. Aujourd'hui, à la retraite, j'ai plus de temps. Et je l'utilise pour parler de ces choses simples. Pour rappeler que bien manger, ce n'est pas une science obscure. C'est une pratique humble, quotidienne et profondément humaine. À 60, 70 ou 80 ans, on ne cherche plus la performance. On cherche la paix. Et cette paix, je vous assure, commence parfois avec une feuille verte et une pomme rouge. Alors je vous encourage, vous qui m'écoutez, à essayer. Non pas pour obéir à une règle, mais pour vous réconcilier avec vous-même. Mangez comme on soigne une blessure, avec douceur, avec attention et avec respect. Vous verrez, le corps, même usé, même fragile, sait encore remercier. À 77 ans, je n'exerce plus dans un cabinet, mais je continue d'observer, d'apprendre, de transmettre. Car la médecine ne s'éteint pas avec la retraite. Elle devient plus lente, plus intérieure, plus liée à l'essentiel. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est une forme de conclusion. Pas une fin, non, mais une synthèse. Une vérité que j'ai vue émerger lentement, au fil de mes années de pratique, mais aussi dans mon propre corps, depuis que je suis passé de la théorie à l'expérience. Il y a maintenant 2 ans, j'ai décidé de revoir toute mon hygiène de vie. Pas par ambition, mais par nécessité. Ma tension oscillait, mon diabète s'installait, mes nuits devenaient courtes et mes marches dans le jardin m'essoufflaient. Moi qui avais conseillé toute ma vie les autres, je me retrouvais dans la peau du patient qui doute. Et c'est peut-être la plus grande leçon de toute ma carrière. On ne guérit jamais aussi bien que lorsque l'on commence à s'écouter vraiment. J'ai donc entrepris une démarche. Pas un régime, pas une cure. Une démarche de réconciliation avec mon assiette, avec mes horaires, avec mes sensations. J'ai commencé doucement à intégrer 8 aliments dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes. 8 aliments simples, accessibles, parfois oubliés, mais puissants. Ce ne sont pas des potions magiques.
Ce sont des alliés silencieux, fidèles, efficaces. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire ce qu'ils m'ont réellement apporté. Non pas en chiffres, même si mes résultats biologiques se sont améliorés, mais en qualité de vie, en clarté mentale, en paix intérieure. Ce que j'ai appris en 2 ans, c'est que la constance est plus forte que l'intensité. J'ai vu plus de résultats en mangeant une simple patate douce 3 fois par semaine qu'en suivant des régimes complexes. J'ai vu mon sommeil redevenir profond en intégrant de l'ail cru avec précaution, 1 jour sur 2. J'ai senti ma concentration revenir, comme un brouillard qui se dissipe grâce à l'apport régulier en bons gras venu de l'avocat. J'ai vu mes envies de sucre disparaître sans effort après quelques jours de graines de chia au petit déjeuner. J'ai découvert que le haricot mango, en soupe, pouvait apaiser mes douleurs intestinales comme aucun médicament ne l'avait jamais fait. J'ai compris que le chou cal, si modeste, avait un impact réel sur mes articulations et mon énergie. J'ai redonné à la pomme sa place dans ma vie, et avec elle, j'ai retrouvé la légèreté des collations d'antan. Enfin, j'ai regardé le concombre amer autrement, non plus comme un légume difficile, mais comme une preuve que l'amertume, dans la bouche, peut adoucir la vie. Au bout de quelques semaines, puis de quelques mois, quelque chose a changé. Je ne me levais plus avec la peur de ce chiffre sur le lecteur de glycémie. Je n'avais plus besoin d'anticiper chaque déplacement, de craindre les étourdissements, les fringales soudaines, les montées de tension. Je mangeais moins, mais mieux. Je dormais mieux, donc je pensais plus clairement. Je n'étais pas devenu un homme neuf. J'étais redevenu moi-même. C'est cela que je veux vous transmettre. Je me souviens d'une promenade en fin d'après-midi dans le petit parc près de chez moi. Une lumière dorée filtrait à travers les arbres. J'avançais sans douleur, sans crainte, les mains dans les poches, le cœur tranquille. Et j'ai pensé, voilà, c'est ça, vieillir en paix. Ce n'est pas ne plus avoir de pathologie, c'est ne plus être dominé par elle. C'est pouvoir faire encore des projets, lire un livre sans relire 3 fois la même phrase, préparer son repas avec plaisir et surtout transmettre. Car ce que l'on découvre sur soi à cet âge est précieux. Il serait criminel de le garder pour soi. Alors j'ai noté chaque effet, chaque réponse de mon corps, non pas pour contrôler, mais pour comprendre. J'ai appris à connaître mes rythmes, mes limites, mes fragilités, et j'ai vu que même le corps fatigué, même le cœur ralenti, même le cerveau qui oublie parfois, peut encore évoluer. Ce n'est jamais trop tard pour faire mieux. C'est cela, la vraie médecine du vieillissement. Accompagner au lieu de forcer. Écouter au lieu de prescrire. Proposer au lieu d'imposer. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de prouver. Je ne cherche pas à convaincre, ni à me battre contre quoi que ce soit. Je tends simplement la main à celles et ceux qui veulent bien l'attraper. Vous n'avez pas besoin de tout changer. Vous avez seulement besoin de commencer. Un seul de ces 8 aliments, intégrés avec patience, peut faire une différence. Pas spectaculaire, mais durable. Je vous invite à penser autrement, à ne plus voir votre corps comme un champ de bataille, mais comme un jardin à entretenir. On ne guérit pas en se punissant, on ne prévient pas en s'affamant. On avance quand on comprend. Et comprendre, c'est d'abord observer. Observer comment on digère, comment on dort, comment on respire. C'est là, dans cette observation quotidienne, que commence la transformation. Ce que je vous ai raconté n'est pas une recette, c'est un chemin. Il ne ressemble pas à celui des magazines, ni à celui des cliniques de luxe. Il est plus humble, plus discret, mais il est vrai. Et s'il m'a aidé, moi, à traverser ces 2 dernières années avec plus de sérénité, je crois qu'il peut aider d'autres. Vous, peut-être, ou ceux que vous aimez. Alors, avant de refermer cette série, je voudrais simplement vous dire ceci. La vie ne nous appartient pas entièrement, mais notre façon de la vivre, elle, nous appartient jusqu'au bout. Et tant qu'il y a un souffle, tant qu'il y a une assiette à remplir, tant qu'il y a un regard à offrir au miroir le matin, il y a de la place pour le mieux. Prenez soin de vous, prenez le temps, mais le plus grand soin, c'est celui que l'on s'offre soi-même, avec douceur, jour après jour. Il y a des histoires qu'on raconte pour distraire, et puis il y a celles qu'on transmet, parce qu'elles contiennent une vérité trop précieuse pour être oubliée. Ce que je viens de partager avec vous au fil de ces épisodes n'est pas seulement un parcours de santé, mais un chemin de réconciliation. Avec le corps, avec le temps qui passe,
avec la nourriture, avec soi-même. En tant que médecin retraité, j'ai vu des centaines de patients au fil des années. Mais ce que je n'avais pas encore pleinement compris avant de devenir moi-même le patient, c'est à quel point le vieillissement nous place face à deux choix fondamentaux. Le premier, se résigner, baisser les bras, laisser la machine s'user sans intervenir. Le second, ralentir, écouter, ajuster et surtout cultiver. Oui, cultiver sa santé comme on cultive un jardin, avec attention, patience et amour. En redécouvrant des aliments simples, j'ai redonné à ma vie un équilibre que je pensais perdu. Et au-delà des chiffres sur mes analyses de sang, c'est dans les petits détails que le changement s'est manifesté. Pouvoir marcher plus longtemps sans douleur, se réveiller avec un esprit clair, retrouver l'appétit sans la peur, discuter sans fatigue, rire à nouveau sans arrière-pensée. Mais ce que je retiens surtout, c'est l'impact sur mon rapport au monde. Manger mieux, c'est aussi penser mieux, ressentir mieux, aimer mieux. Ce n'est pas un luxe, ni une discipline réservée à une élite. C'est une liberté que l'on s'offre à soi-même, même à 70, 80 ou 90 ans. C'est dire au corps, je ne t'ai pas oublié, je t'écoute, je t'aide. Nous vivons dans une époque où l'on court après le spectaculaire. On cherche des solutions rapides, des remèdes miracles, des pilules qui effacent tout. Mais ce que j'ai appris, c'est que le plus puissant des changements vient souvent du plus humble des gestes. Une soupe faite maison, un fruit croqué avec conscience, un légume réhabilité avec confiance. Aujourd'hui, je suis vieux, oui. Mes mains tremblent parfois. Ma mémoire me joue des tours, mais mon cœur, lui, bat avec une paix que je n'avais pas connue dans mes jeunes années de médecin pressé. Et c'est pour cette raison que je parle, que je me lève chaque matin pour écrire, pour enregistrer, pour transmettre. Parce que je sais que quelque part, un homme ou une femme me ressemble. Quelqu'un qui a peur, qui doute, mais qui n'a pas renoncé. Si mon histoire peut éclairer ne serait-ce qu'une seule personne, alors tous ces efforts en valent la peine. Ce n'est pas une leçon que je vous donne, c'est une main tendue, une invitation à ralentir, à choisir différemment, à vivre autrement. La grande leçon que je retiens et que je vous offre de tout cœur, c'est celle-ci. La santé n'est pas l'absence de maladie, c'est la capacité de vivre avec lucidité, de choisir avec amour et de vieillir avec dignité. Et cela commence par des gestes simples, répétés chaque jour avec conscience. Apprenez à observer votre corps, à respecter ses besoins réels, à le nourrir sans violence. Ce n'est jamais trop tard pour bien faire. Il suffit de commencer. Et vous, dites-moi sincèrement, selon vous, quel est le plus grand obstacle au changement? A. Le manque d'information. B. Le manque de motivation. Notez simplement votre réponse A ou B. Cela m'aidera à comprendre ce qui vous freine et cela permettra à d'autres de se reconnaître dans vos mots. Et si vous avez apprécié cette série, je vous demande humblement un petit geste. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je prépare avec beaucoup d'amour et de dévouement. Et si vous le pouvez, même symboliquement, faites un don, aussi petit soit-il. Car à mon âge, je n'ai plus de carrière à construire, mais j'ai encore des choses à offrir à ceux qui veulent écouter. Vos soutiens, même modestes, m'aident à continuer, à enregistrer, à partager, à donner tout ce que je peux pour le bien de tous.